Mon pari, mon pronostic, c'est qu'on ne réagira pas à la bonne échelle avant de commencer à avoir pris quelques baffes un peu sérieuses. Et malheureusement, à cause de l'inertie des processus, quand on aura déjà pris quelques baffes un peu sérieuses, la seule garantie qu'on aura, c'est qu'on va en prendre des pierres derrière. Le jour où je me suis intéressé à la santé des patrons, des dirigeants, eh bien, qu'est-ce que j'ai découvert? Rien. Il y avait plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Je pense qu'il y a tout un travail à faire sur comment l'éducation doit se réformer à l'aune de ChatGPT. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on rajoute, c'est cette couche IA générative qui permet d'interagir beaucoup plus facilement pour un beaucoup plus grand groupe non technique avec ces modèles prédictifs. Et ce qui est formidable, c'est que toute cette technologie, qui nous demande beaucoup d'investissement, elle profite à la fin aux courtiers. Et donc, on est toujours au congrès FEPRAVEL en présence de Hugues Bersini qui vient de s'exprimer lors de la première de la conférence en présence de tous les courtiers qui étaient là aujourd'hui. Il a évidemment parlé puisque c'est son, je vais pas dire son core business, mais en tout cas son activité principale en tant que professeur d'intelligence artificielle. Mais avant ça, je pense que Marie, tu vas poser une petite question assez classique à Hugues. Oui, rebonjour Hugues, merci d'être avec nous. Si tu peux te présenter en quelques mots, parle-nous un petit peu de toi. Eh bien, je suis informaticien, donc, mais dans les années 80, 83, 84, quand j'ai obtenu mon diplôme, ça n'existait presque pas. Mais je m'étais déjà spécialisé en informatique et j'ai fait mon doctorat en intelligence artificielle dans les années 80. Et j'ai fait un parcours de recherche, etc. Et puis je suis retourné à l'ULB, là où j'avais entamé mon doctorat, et je suis devenu créateur. Donc j'ai créé le laboratoire d'intelligence artificielle Iridia, et j'ai créé un institut qui s'appelle FARI sur la gare centrale, tout près de Bicentrale, qui s'occupe d'intelligence artificielle pour les biens publics. Et j'enseigne l'informatique à Solvay Polytech de cette même université. Magnifique, évidemment, on veut en savoir un petit peu plus, mais dans un format un peu condensé de ce podcast ici sur l'IA, les enjeux demain. Moi, j'aimerais te demander, surtout pour ceux qui n'étaient pas présents lors de la conférence, est-ce que tu es plutôt à classer dans les pessimistes, voire les alarmistes en matière d'IA, ou plutôt enthousiaste? J'imagine qu'il doit y avoir un peu des deux. Oui, il y a surtout l'enthousiasme. Okay. C'est vrai que les derniers développements de l'IA sont très impressionnants. Hein. Bon, évidemment, on parle beaucoup de ChatGPT à juste titre parce que c'est un outil vraiment qui nous a tous bluffés. Et donc, je suis assez impressionné par les progrès technologiques de ma discipline. Et je pense que de façon générale, l'IA est quelque chose de bénéfique parce que pourra nous aider à gérer des situations qui deviennent de plus en plus complexes. La transition écologique, les problèmes de santé publique, la gestion des villes, les smart cities, tout ça va se faire à coup d'IA. Donc, si on en fait une utilisation positive et bénéfique, je pense que l'IA recèle un ensemble de recettes pour pouvoir justement affronter d'énormes difficultés que le monde vit actuellement. Oui. J'ai une toute petite sous-question à ce sujet-là. Pour quelqu'un qui est actif dans la recherche en matière d'intelligence artificielle depuis si longtemps, alors pas depuis les années 50, mais en tout cas depuis les années 80, est-ce que l'espèce de choc qui a été ressenti pour ceux qui n'étaient pas spécialement intéressés par l'IA jusqu'à ChatGPT, parce que c'est là que l'espèce de secousse sismique est arrivée, est-ce que ça a été ressenti quand même, ce boom de l'IA générative qui a été permis notamment par des processeurs de plus en plus puissants, ou est-ce qu'on s'y attendait quand même un petit peu? Ah non, alors ChatGPT, c'est une surprise pour tout le monde. Okay. Hein. C'est vraiment un choc, surtout la manière dont ChatGPT a été conçu, puisque c'est simplement un système neuronal dont la vocation était de prédire le mot d'après dans des grands textes, des grands corpus de textes, et à partir de ça, il a développé une intelligence, une cognition, une conceptualisation extraordinaire. Donc nous-mêmes, les chercheurs en IA, on a été surpris de la manière dont ils y sont parvenus. L'histoire de l'IA nous avait enseigné que pour faire un logiciel qui comprend, qui produit du texte, qui produit de la musique, il fallait qu'il s'inspire du cerveau humain, mais pas tant dans sa matérialité, son côté réseau de neurones, si vous voulez, mais plutôt dans les règles. Nous avons des règles de production de langage, production de musique. On avait l'impression qu'il fallait transposer ces règles dans les logiciels, et c'est pas du tout comme ça que ChatGPT y est parvenu. Donc même pour les anciens de l'intelligence artificielle, ça a été un choc. Et je vais vous dire même plus loin, même pour les concepteurs de ChatGPT, ça a été un choc.
D'où les réactions de Sam Altman et autres en mode presque on va peut-être un peu freiner la machine. Exactement. On ne sait pas très bien où on va. C'est-à-dire que eux-mêmes sont complètement abasourdis par l'intelligence du produit ils s'attendaient pas à ça. C'est-à-dire c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils s'attendaient pas qu'en rajoutant de la complexité et de la puissance de calcul et des GPU et de l'énergie, etc. Ils arriveraient à développer un outil d'une telle intelligence, d'une telle clairvoyance. Ils sont un peu enthousiastes. C'est-à-dire qu'ils y vont encore de plus en plus, quoi. Ils mettent de plus en plus de couches, de plus en plus de complexité pour en faire des outils de plus en plus intelligents. Ouais. Et je pense qu'on a atteint vraiment, certains parlent de la singularité, on y est presque, oui. Et tout à l'heure, sur scène, du coup, tu nous as dit que 100% des étudiants utilisaient ChatGPT. Et tu nous as dit que lorsque tu réalisais tes questions d'examen, pour ton examen à Solvay, tu utilisais ChatGPT pour t'aider à y répondre. Au niveau de l'esprit critique, comment ça se passe du coup ? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ChatGPT non seulement trouve la solution, mais te développe aussi tout son raisonnement. Et ça a été vraiment une extraordinaire surprise pour moi, parce que c'est des questions assez originales que j'ai mis du temps à produire, et donc de voir que ChatGPT s'en tire avec une telle facilité. Donc, il faut que les étudiants l'utilisent. Alors après, c'est vrai que tout l'enseignement universitaire est bouleversé par ça, puisqu'il faut que les étudiants l'utilisent, il faut que les professeurs comprennent la manière dont les étudiants l'utilisent, il faut qu'il y ait quelque chose qui fomente autour de tout cela, et c'est à inventer. C'est-à-dire que l'université doit se réinventer. Les professeurs doivent comprendre l'utilisation qu'il faut faire de ChatGPT. Et puis, de fait, il faut, par exemple, quand j'enseigne la programmation, les étudiants vont utiliser ChatGPT pour produire des codes, mais j'ai quand même une exigence de compréhension. Il faut que les étudiants comprennent la manière dont ChatGPT a produit du code. Il faut quand même conserver ce qui fait le génie humain. C'est-à-dire que même si ChatGPT nous remplace, ce serait quand même intéressant de comprendre la manière dont il fonctionne. Et la programmation est un très bel exemple. ChatGPT va programmer, et va se substituer au programmeur. Ça n'empêche pas qu'il faut comprendre les productions de ChatGPT. Et j'aime bien la question de Marie sur l'éducation, parce que j'identifie quand même ça comme enjeu probablement numéro 1. Mais je vais aller un petit peu en dessous de l'université. Moi, j'ai 4 enfants et dont les deux plus grands sont en 2e et 4e secondaire. Et donc, ils sont en plein dans cette période où tu as parlé d'esprit critique. C'est peut-être aussi un enjeu très important parce qu'ils sont inondés d'infos, de fake news, de true news aussi. Il y a de temps en temps encore un petit peu. Moi, ma démarche personnelle, je sais pas ce que tu en penses, c'est de les encourager à l'utiliser, l'outil, à le découvrir, même pour les devoirs, pour étudier. Et je trouve d'ailleurs que même en 2e, 3e secondaire, se stimuler, brainstormer avec ChatGPT, mais avec la nécessité d'un esprit critique, comme nous-mêmes. Moi, je suis un adolescent de l'arrivée d'Internet dans les années 90. Mais pareil, on n'allait plus chercher ses sources à la bibliothèque, mais sur le début de Google, Yahoo peut-être à l'époque ou autre. Et donc, comment, parce qu'on est c'est bien plus immense aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va faire alors, j'ai pas trop envie d'être critique par rapport au système éducatif, mais on se rend quand même bien compte que pour le moment, c'est un peu à la traîne. Moi, je vois mon grand notamment, il a encore des cours d'informatique où c'est la suite Office sans Copilot, je précise, la suite Office où il fait des PowerPoint, des Word. C'est un sacré décalage quand même. Alors, comment on fait ? Il y a 2 ou 3 ans, j'aurais dit, d'ailleurs, je me suis beaucoup impliqué dans le paysage, je dirais, éducationnel belge, qu'il fallait enseigner le codage, l'algorithmique, la pensée logique, etc. Alors aujourd'hui, évidemment, je suis un peu moi-même remis en question avec cette volonté d'enseigner l'algorithmique, etc. Bon, alors je pense que ça reste assez indispensable parce que ce qui fait fonctionner ces outils, c'est quand même de la programmation, de l'algorithmique. Donc c'est quand même intéressant que les jeunes très tôt comprennent la façon dont ChatGPT a été produit, a été conçu. Donc, je pense que l'enseignement de l'algorithmique reste indispensable. Donc, il faudrait introduire ça. Il faut savoir que la Belgique est un des derniers pays dans lequel il n'y a pas d'enseignement d'algorithmique. Okay. Oui, dans les pays scandinaves, il y a très longtemps. Dans les pays anglo-saxons aussi. Mais en Belgique, on n'enseigne toujours pas l'algorithmique. J'ai connu beaucoup de ministres de l'éducation de la région francophone, etc. Et puis, ils ont toujours refusé. Ils considèrent que la littératie numérique, ça passe par l'utilisation des ordinateurs, mais pas de la compréhension de l'algorithmique. Bon, ça, c'est un vieux débat. Alors maintenant, depuis l'avènement de ChatGPT, et sachant que les jeunes vont l'utiliser, moi j'ai aussi plus des enfants mais des petits enfants. Une de mes petites filles doit faire un exposé sur Venise et elle a utilisé ChatGPT, elle a 8 ans. Et ChatGPT lui a fait son exposé à la façon d'une enfant de 8 ans. Ah oui, parce qu'on lui a demandé et elle l'a fait avec un peu les maladresses. Grand-père qui a été pour le prompt engineering. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est assez incroyable parce que évidemment, si je lui demande de me faire un exposé sur Venise, il va le faire avec un langage d'adulte, etc. Donc je lui ai demandé de me le faire à la façon d'une enfant de 8 ans et il y a les maladresses
maladresse, les naïvetés d'une enfant de 8 ans. Donc c'est vraiment très très impressionnant. Donc je pense qu'il faut faire avec. Ils vont travailler avec l'outil. Donc autant le découvrir et l'appréhender avant. Tout à fait. Il faut faire avec. Et il faut vraiment se mettre derrière la production de ChatGPT, le comprendre, en discuter, le challenger à l'aide du prompt. C'est un nouveau métier, mais qui va prendre évidemment la place de beaucoup de métiers actuellement. C'est l'ingénierie du prompt, comprendre comment on gère les prompts, comment est-ce qu'on modifie ça. Donc il va falloir apprendre à faire avec ça. Et donc les enseignants sont certainement les premiers concernés, et ils sont un peu en retard évidemment, parce que ça a été une telle vague, un tel tsunami, ce ChatGPT, puisque il y a que 2 ans, il est vieux de 2 ans, ce logiciel. Ouais, c'est fou, ouais. Donc il est en train de tout révolutionner, et il faut tous se repositionner par rapport à l'utilisation de ChatGPT. Alors, c'est très marrant parce que j'ai une de mes filles qui est professeure dans une université, enfin, dans une autre école qui est l'EFEC, et ça fait 6 mois que toutes les semaines, ils ont des formations à ChatGPT. Il y a les universités où on en parle un tout petit peu, dans des écoles où on n'en parle pas encore suffisamment, mais je pense qu'il y a tout un travail à faire sur comment l'éducation doit se réformer à l'aune de ChatGPT. Ouais. C'est un sacré défi de tenter de calquer la vitesse, je vais dire, de l'école par rapport à la vitesse de ce qui arrive, parce que le temps qu'ils se mettent à essayer d'apprendre ChatGPT, Gemini aura peut-être complètement supplanté, il y aura autre chose. Mais on restera quand même dans cette logique-là, c'est-à-dire que ChatGPT introduit. En fait, c'est très rigolo parce que ce qui a permis à ChatGPT d'émerger, c'est une publication qui est sortie en 2017 de chercheurs chez Google, et depuis, c'est quand même une publication. Alors non, ce qui reste assez étonnant, c'est que maintenant on met de ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire que les nouvelles versions de ChatGPT vont manipuler les images, les sons, les vidéos, les textes avec la même facilité. Donc, il va y avoir une compréhension du monde que ChatGPT va posséder à l'aide de toutes les images et de tous les films dont on l'aura nourri, qui va être assez subjugant. On sait même pas ce qui va sortir de tout ça. Et donc, c'est sûr qu'il va y avoir encore des versions nouvelles. C'est ce que dit Sam Altman, hein. Le nouveau ChatGPT aura autant incorporé de texte qu'il a incorporé de vidéos et de sons et d'images, etc. Donc, on sait pas ce qui va sortir de tout ça, mais ça va être parce que non seulement il va parler en produisant du texte, mais il va produire des vidéos, des images, des films, des sons, enfin, alors, je pense que ça va rester un tout petit peu de l'ingénierie du prompt, parce qu'il faut prompter, et il faudra toujours prompter, il faudra les lancer, il faudra les questionner, il faudra. Mais ça, c'est un métier qu'il va falloir apprendre, mais qui était inventé. J'aimerais bien passer sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, que certains métiers vont ne plus exister en fait à cause de l'intelligence artificielle ou de ChatGPT. Moi, je travaille pour les courtiers d'assurance, donc moi, je pense à eux quand même. Comment pour toi, un courtier en assurance peut travailler main dans la main avec l'IA pour en fait continuer à dire oui, nous on a notre place, on peut être là, on a dompté l'IA, et on travaille ensemble. Mais tu as utilisé une très bonne expression, c'est-à-dire cette idée de dompter l'IA, de l'apprivoiser, etc., de savoir comment travailler avec. Je pense que le contact humain va toujours rester une immense priorité. On a besoin de contact humain, on a besoin qu'un humain soit derrière. Cet humain-là, si c'est un expert en assurance, un courtier en assurance, certainement utilisera des logiciels qui sont pétris de ChatGPT, ça c'est sûr, parce que on l'a vu, Portima va l'intégrer dans ses outils, etc. Donc il va y avoir du ChatGPT partout d'ici 1 ou 2 ans. Ça n'empêche qu'à un certain moment, besoin d'avoir un contact humain. Et ça, ChatGPT, quoi qu'il fasse, n'a pas visage humain, alors, il essaye d'imiter les humains autant que faire se peut, mais il n'a pas de corporéité, il n'a pas de sourire, il n'a pas de voix. Et donc, je pense que ça va rester essentiel. Mais clairement, il y a énormément de tâches qui sont des tâches de production de texte, par exemple, des tâches de résolution de problèmes qui vont être prises en charge par ChatGPT. Ça va permettre d'enrichir justement le contact humain. C'est-à-dire qu'on aura plus de temps. C'est ce que je dis aux médecins qui ont un peu peur de disparaître aussi avec l'informatique, c'est de dire, mais non, vous allez passer beaucoup plus de temps avec votre patient et vous laisserez le logiciel faire le diagnostic de la tumeur. Mais il faudra l'expliquer au patient. Il faudra le rassurer. Il faudra donc toutes ces qualités un peu empathiques, ces qualités sociales vont être d'autant plus exacerbées que ChatGPT va s'occuper de tout le reste. C'est juste un nouvel outil, en fait. Hein. Ouais. Mais j'allais dire, c'est pas nouveau. Je veux dire, les précédentes révolutions informatiques, si je peux les qualifier comme ça, ont aussi permis de gagner du temps pour affecter ce temps à d'autres tâches moins répétitives peut-être. Je rebondis juste sur l'analogie humain-machine parce que
J'ai cru comprendre, mais je me trompe peut-être, que une des spécificités du laboratoire de recherche, c'est le biomimétisme. Ouais. Si je ne dis pas trop de bêtises. Et tu as évoqué les réseaux neuronaux, c'est quand même un peu la base, mais ça c'est loin d'être récent. C'est né dans les années 50. Ouais. Ok, déjà c'était déjà les réseaux neuronaux. En fait, il faut savoir qu'historiquement, les ordinateurs ont été calqués sur les réseaux neuronaux. C'est-à-dire que John Van Neumann, qui était à l'origine des premiers ordinateurs, s'est inspiré du cerveau. On a appelé les premiers ordinateurs des cerveaux-machines. Simplement, ce qu'on avait un tout petit peu oublié, c'est que le cerveau a une organisation un peu particulière. C'est 100 milliards de neurones qui sont connectés et qui nous permettent d'avoir l'intelligence qu'on a. Et en fait, on s'est débarrassé de cette idée en disant on n'a pas besoin d'un réseau de neurones pour faire des systèmes intelligents. On a travaillé différemment. Les règles, la logique, le symbolisme, etc. a pris le pli, a pris le dessus sur les réseaux de neurones. Et moi, je travaille beaucoup sur le renversement historique de l'IA. D'ailleurs, mon dernier ouvrage s'appelle « Il était une fois une IA régressive ». C'est-à-dire qu'on est revenu, alors c'est extraordinaire, on est revenu à l'idée des précurseurs de l'IA, que les réseaux de neurones ont de l'importance, que le cerveau dans sa matérialité, ce qui fait qu'on est des êtres intelligents, c'est qu'on a un cerveau de 100 milliards de neurones, câblés d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ChatGPT, c'est 100 milliards de GPU câblés d'une certaine manière. Donc, en fait, voilà, on a redécouvert que l'architecture du cerveau avait de l'importance dans l'intelligence. Je pense qu'au niveau du timing, on commence à être bon. Oui, Et moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton côté musicien. Ah, alors, en fait, moi, j'adore la musique et le jazz principalement. Et dans le jazz, il y a une notion qui est très importante, c'est l'improvisation, la créativité, etc. Au moment. Et j'étais très impressionné de voir des logiciels d'IA capables de créativité, d'improvisation musicale. Et donc la question que je me suis posée en tant que musicien, moi, j'ai pas le talent d'improvisateur des meilleurs jazzmen qui sont, c'est de se dire, est-ce qu'on arrivera un jour à avoir un logiciel capable de créativité musicale? Pendant très longtemps, j'étais convaincu que non, que les logiciels étaient uniquement des plagieurs, des copieurs, etc., mais qui n'étaient absolument pas capables d'improvisation, d'imagination, d'initiative. Ben, j'ai changé d'avis. Malheureusement, j'ai changé d'avis. C'est-à-dire que les logiciels ont compris tout jusqu'à la créativité en matière musicale. C'est-à-dire que les logiciels, bien sûr, s'inspirent de tout ce qui a été produit musicalement depuis l'aune de la musique. On a entendu un exposé sur la naissance du rock, l'origine du rock et la progression du rock. Bien, ce que moi m'a surpris, c'est que les logiciels ont tout appris. Et ils ont notamment appris ce qui fait que quelqu'un est créatif, est imaginatif, est capable d'improvisation. Et donc les logiciels sont eux-mêmes capables aujourd'hui. Et on a envie de dire que c'est pas possible que pour qu'un logiciel soit capable d'une musique, il faut qu'il ressente quelque chose, il faut qu'il soit, par exemple l'émotion. On a l'impression que c'est tellement important dans la production musicale. Ben les logiciels, en fait, ils ont compris ce que c'était l'émotion, sans ressentir quoi que ce soit. C'est ça qui est un peu bluffant. C'est-à-dire qu'ils produisent de la musique comme s'ils ressentaient quelque chose de l'intérieur, parce qu'ils se sont inspirés de personnes qui ressentaient les choses de l'intérieur et ils les ont copiées jusqu'à ce niveau d'intimité, quoi. Ah, parce que je me suis quand même un petit peu intéressé au fonctionnement de l'IA générative et j'ai notamment découvert ce concept des perroquets stochastiques. Et donc la partie, je répète ce que j'ai appris tel quel. Donc là, on n'est pas dans l'IA générative, et la partie un peu plus aléatoire, donc c'est le mot stochastique, où en gros l'IA tente des combinaisons peut-être un peu moins probables que la réponse parfaite d'une informatique logique. Et donc si je transpose ça à la musique, à l'art, à la créativité, est-ce que vraiment on peut imaginer que l'IA va aller jusqu'à la créativité de l'artiste? Je m'explique. S'il y a un bon jazzman, mais voilà, on va dire plutôt moyen, il va tenter une improvisation, on va se dire ok, ça va, mais c'est pas dingue. L'excellent, l'incroyable artiste, on va se dire ah là, lui il y a quelque chose, c'est incroyable. Est-ce que il y a moyen alors d'aller, de doser le curseur du côté aléatoire de l'IA générative? J'espère que je ne deviens pas trop technique, moi qui ne le suis de toute façon pas du tout. Pour se rapprocher, c'est ça le concept, de se rapprocher il doit y avoir une forme d'aléa aussi dans la manière de créer en tant qu'artiste. Est-ce que c'est ça qu'on se rapproche tellement de l'humain que... Mais en fait, il y a plus de maîtrise que je ne le pense. Ce qui est étonnant, c'est de voir la quantité de choses que l'IA générative a été capable d'apprendre à partir de tout ce que les humains ont produit depuis l'origine de leur production. Donc, en fait, l'IA générative, si vous prenez la musique, l'IA générative a appris toutes les musiques. En fait, on lui a donné toutes les musiques classiques, les musiques baroques, n'importe quelle musique, n'importe quel style. Et l'IA générative a appris à composer parce qu'on lui a dit, prenons par exemple la musique, on lui a dit, quand je te donne cette première partie de la partition, en fait, tu dois apprendre à continuer
continuer cette partition. Mais pour continuer cette partition, il faut comprendre la musique dans ses fondements, dans sa genèse. Sinon, vous n'arrivez pas à terminer une partition. Et donc, l'IA générative a réussi à comprendre tous les styles musicaux. Et à un certain stade, elle a compris, par exemple, qu'il y a eu des innovateurs qui, à partir de la musique d'avant, ont été capables de produire une nouvelle musique, un nouveau style de musique, qui ont ouvert des espaces de créativité. Mais ça même aussi, elle l'a compris, elle l'a appris. Et donc, on peut tout à fait s'attendre à ce que l'IA générative, demain, se dise, vu la musique d'aujourd'hui, si j'ai vraiment envie d'être créatif, je vais tenter ça, quoi. Je vais tenter ça et je dois un peu imiter ce que les créateurs d'avant ont proposé, c'est-à-dire le genre de révolution. Alors, on se dit, mais non, ça, la créativité, ça échappe à l'IA. Ben non. Je pense que l'IA est capable de comprendre ce qui fait les ressorts de la créativité. Ouais, là, évidemment, est-ce que tu penses qu'on pourrait voir une fausse Taylor Swift arriver dans 5 ans? Donc, quand je dis fausse, c'est un robot, en fait, quelque chose qui serait juste complètement d'intelligence artificielle, mais qui aurait le talent de Taylor Swift, je suis pas particulièrement fan de Taylor Swift. J'arrête tout de suite dans les commentaires, on ne sait jamais. Mais voilà, on sait où elle en est et on sait tout ce qui tourne autour d'elle. Est-ce qu'on pourrait avoir un personnage comme ça, mais qui serait juste une intelligence artificielle, en fait? Bah écoute, je vais te raconter, moi je le savais même pas, la RTB m'a téléphoné il y a 3-4 jours. C'est une intelligence artificielle parce que là, mais parce que la RTB me demande, est-ce que vous connaissez Amandine Le Pen? Et je dis ben non, je connais pas Amandine Le Pen. Et en fait, ce sont des vidéos TikTok qui sont devenues extrêmement virales d'une jeune fille d'une 20aine d'années qui ressemble à des membres de la famille Le Pen, donc il y a un physique et qui se produit sur TikTok, qui fait du ski, qui fait du ski nautique, qui fait de la gym et qui déploie les thèses de l'extrême droite, les thèses lepénistes. Et elle est incroyable. Elle est tout à fait produite artificiellement. Elle n'existe pas. Elle a les traits rajeunis de Marine Le Pen, etc. Et c'est une vraie production complètement fake et qui développe, mais par un style très très attirant, très séduisant pour la jeunesse, qui arrive à, si vous voulez, diffuser des thèses de l'extrême droite. Et donc, en effet, c'est une totale création. Moi, je la connaissais pas. Je l'ai vue parce que de fait, la RTB m'interrogeait sur elle. Et elle a des adeptes. Elle a, je crois, 1 million, presque 2 millions de followers pour l'instant. Et donc, c'est pour te montrer qu'en effet, l'IA, si tu lui dis, fais-moi une jeune fille, etc., qui fait une musique séduisante, mais peut-être un tout petit peu plus sophistiquée, ben, je pense que l'IA va te le faire et ça pourrait être la Taylor Swift de demain. Il n'y a aucune raison de ça. Je pense avoir vu que ça existe, que c'est assez courant en Corée notamment, où il y a des espèces d'artistes et d'influenceurs qui n'existent pas, mais qui ont des millions de fans. Donc, ça devient un petit peu quand même schizophrénique. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que en plus, comme l'IA essaye de profiler, si tu veux, ses créations, de manière à ce que ça soit le plus addictif possible, parce que l'IA a besoin d'attirer l'attention. C'est comme ça que ça fonctionne, puisque faut attirer l'attention, il faut que vous passiez du temps scotché à vos écrans. Ils vont se débrouiller pour que la prochaine artiste demain que l'IA aura inventé soit tout ce qu'il y a de plus séduisant, de plus addictif pour la génération à venir. Ouais. On va pas repasser sur l'éducation, sinon on va faire une boucle, une loupe, mais il y a vraiment beaucoup de questions intéressantes. Ton temps est un peu compté, donc on va tout doucement clôturer. Il y a 3 questions qui clôturent systématiquement ce podcast. Une première, c'est une frustration que j'ai un peu au quotidien, c'est que je suis quand même assez curieux, mais dans cette société qui va vite, où on a une forme d'infobésité, comme certains disent, où l'info est partout, des newsletters, des sites, des journaux, des livres, etc. Est-ce que, en tant que prof d'UNIF, peut-être un peu plus discipliné, tu aurais un secret, des tips pour aider à consommer l'info d'une manière qui permette de ne pas se sentir complètement noyé? Alors, l'IA aide à consommer l'informatique, donc l'information, excusez-moi. Donc, le profilage n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que clairement, quand tu es intéressé par un type de contenu, c'est pas plus mal. Si tu veux te spécialiser, que l'IA te donne un coup de main en te proposant les vidéos qui sont le plus en phase de t'intéresser. Il faut pas se limiter à cela. Il faut avoir de la curiosité, s'ouvrir les horizons. Mais devant un tel déluge d'informations, je pense que l'IA est un excellent. Alors, ce qu'il faut, c'est que les IA qui recommandent, si tu veux, des contenus, et quand même favorisent aussi l'esprit de curiosité. C'est-à-dire que non seulement on te donne des choses qui, à mon avis, sont susceptibles de t'intéresser, mais aussi t'ouvre, si tu veux, les horizons. Alors, c'est un peu ce que font les algorithmes. Donc, dans les algorithmes, moi, je les connais bien, les algorithmes de recommandation. Il y a du profilage, mais aussi de l'aléatoire. Voilà. Donc, il y a une espèce de curseur entre le profilage et l'aléatoire. Je pense qu'il faut être aidé par l'IA parce qu'il y a trop d'informations. Bah oui, c'est ça. Et un truc très intéressant
intéressant que fait ChatGPT aussi, c'est qu'ils digèrent ce trop-plein d'informations et ils te font, et ChatGPT te fait La des synthèse, synthèses. oui, la synthèse, Quoi. c'est quand même Donc c'est du temps gagné, hein, parce que ChatGPT te permet d'aller très vite à l'essentiel, parce qu'il a compris l'intérêt d'aller très vite à l'essentiel, et donc il te fait des synthèses. Donc moi, je travaille pour des grandes sociétés qui sont noyés par l'information et qui veulent utiliser ChatGPT pour faire justement des synthèses. Et c'est extraordinaire, hein. ChatGPT est un outil de synthèse dont il faut pas se passer. Ouais. Après, ta réponse est assez peu surprenante. Évidemment, te demander à toi comment je peux faire pour mieux consommer l'info, évidemment, c'est avec l'IA. Bah ouais. C'est sans surprise. Bah oui, Par contre, c'est une vraie évidemment. solution pour toi. C'est une vraie solution. Tu devras demander le logiciel exact et pouvoir tout utiliser correctement. Peut-être un petit cours, on ne sait jamais si c'est nécessaire. On a encore une petite question. Si tu pouvais nous conseiller un livre, un film ou un documentaire, lequel ce serait? Alors, je vous fais une Et pub. tu peux sortir de l'IA si tu veux. Non. Alors, déjà, je vous fais. Tu as parlé du tien, déjà. Non, mais je vous fais une promo. Il y a un film qui sort actuellement sur les écrans belges qui s'appelle Faut-il encore penser, par un réalisateur belge, et qui va être d'ailleurs, qui a eu une avant-première lors du printemps numérique il y a de cela quelques semaines. Il va avoir une deuxième avant-première à la salle d'Elvaux le 26 avril. Il va être diffusé sur les chaînes de Ovio de la RTB. C'est un assez joli film sur les progrès de l'IA, mais pas que. Il y a des philosophes, il y a des psychologues qui sont interviewés. Donc ça, c'est Plutôt sous forme de documentaire. C'est un documentaire. Okay. C'est un documentaire d'1 heure et demie, mais il est très Génial. bien fait. Donc je vous le recommande. C'est en plus un produit belge. Donc, Magnifique. Autant. Alors en matière de littérature, il y a pas un livre ça va tellement vite. Et même pour ChatGPT, j'ai même écrit, bon, c'est vrai, j'ai écrit un petit ouvrage sur un peu expliquer c'est quoi les ressorts, comment fonctionne ChatGPT. Il y a beaucoup de choses aux États-Unis, hein, et il n'y a pas suffisamment de choses qui sont traduites en français pour l'instant. Et alors la tendance francophone, c'est souvent de critiquer l'IA. Il y a pas suffisamment de livres enthousiastes. Bon, je vous conseille pas Laurent Alexandre. Oui. Je ne sais pas en parler, mais j'imagine que c'est pas tout à fait la même. Alors bon, c'est un homme très intelligent, mais je trouve qu'il exagère un tout petit peu tout. Il a le mérite d'en parler, d'amener le sujet sur la table. Il en faut, mais ça donne pas un portrait tout à fait. Il est un peu trop vers la singularité. On n'y est pas encore. Mais fort alarmiste aussi sur l'urgence à se l'approprier. Mais bon. Oui, tout à fait, parce qu'il considère que ça y est, d'une certaine manière, on est tous morts. Donc non. Alors moi, je vous conseillerais certaines vidéos YouTube et vous googlez les noms des inventeurs de tout ça. Des gens comme Yann Lequin, Yoshua Bengio. Ils parlent beaucoup sur YouTube et souvent, les créateurs qui ont une certaine intelligence sont aussi ceux qui en parlent le mieux. Et il y a des débats actuellement. Il est toujours chez Facebook, lui, Yann Lequin. Alors Yann Lequin chez Facebook, Yoshua Bengio. C'est tous les gens de ma génération. Je les connais bien puisqu'en fait, on a travaillé sur les réseaux de neurones en même temps. Donc c'est même certains sont des copains. Et en fait, ils débattent beaucoup ensemble sur comment faire une IA éthique, jusqu'où l'IA peut aller. Par exemple, très intéressant de voir que Yann Lequin considère que ChatGPT est un idiot total, qu'il a l'intelligence d'un mollusque, et qu'en revanche, Geoff Hinton, pourtant, ils ont eu le prix Nobel informatique s'appelle le prix Turing, ils l'ont eu ensemble. Geoff Hinton considère qu'on a là créé un Einstein. Donc, c'est vraiment étonnant de voir que les trois qui sont un peu à l'origine de tout ça, il y en a un qui dit qu'on a un Einstein devant nous et l'autre qui dit qu'on a un mollusque. Et pourtant, c'est pour vous dire à quel point on sait pas très bien ce qui est en train de se passer et que même les auteurs divergent un tout petit peu sur la compréhension de ce qui se passe. Hugues, je vais demander à Marie de me laisser poser la toute dernière question, elle va comprendre pourquoi. La toute dernière question des épisodes, c'est toujours, est-ce que tu pourrais me conseiller un invité, une personne à recevoir dans le podcast? J'explique à Marie pourquoi j'insiste. Tu viens de citer des copains. J'avais compris, hein. Ne t'inquiète pas, j'ai compris tout de suite. Tu viens de citer des copains. On voyait ton cerveau faire comme ça et dans la main pour avoir une carte de visite. L'idée de demander une recommandation d'invité, c'est évidemment de tenter de profiter un petit peu d'un coup de pouce. Donc, non, plus sérieusement, je ne sais pas si tu as ce podcast, La franchise en prime, est quand même tourné évidemment vers le monde de l'assurance, mais on s'ouvre, la preuve aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que tu aurais un invité à me proposer pour un prochain enregistrement? Alors oui, tout à fait. Donc Yann Lequin. Non, mais alors il est peut-être. Alors il y a aujourd'hui une réflexion sur ce qu'on appelle la gouvernance algorithmique, c'est-à-dire les algorithmes qui dirigent un peu notre monde. Dans le monde de l'assurance, il y a de plus en plus d'algorithmisation. Dans l'accès aux écoles, dans la gestion du transport, il y a de plus en plus d'algorithmes qui formatent un peu nos vies. Et il y a des philosophes qui sont très critiques de ça. Il y a un bon débat sur jusqu'à quel point il faut algorithmiser notre vivre ensemble.
Et je dirais que dans la littérature française, je peux vous conseiller certains noms. Mais même à l'ULB, il y a des gens comme Benoît Friedman qui travaillent sur ça. Il y a à Nice, il y a une professeure de droit algorithmique qui s'appelle Marina Teller, qui est tout à fait formidable. Il y a Jean Lassègue qui est un philosophe aussi en France. Donc c'est toutes des personnes qui se sont beaucoup intéressés sur jusqu'à quel stade nos mondes vont être totalement formatés. Il y a un auteur que vous connaissez sans doute parce qu'il est très médiatisé, c'est Yuval Harari qui a écrit Homo sapiens. Ouais. Et lui dit que l'informatique est en train de hacker notre humanité. J'ai pas lu le deuxième tome, je vais l'appeler comme ça. Faut-il ou pas? Faut-il ou pas? Alors, j'aime bien le Homo sapiens, c'était formidable. Évidemment formidable. Alors, Homo Deus, c'est vraiment sur l'intelligence artificielle. C'est de la prospective et l'imaginement de demain. Voilà. Et il va très loin et en fait, il s'associe un peu à le genre de personnage dont je vous avais parlé. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qu'il dit sur l'IA. Et alors, si c'est possible, il y a plein de jeunes qui gravitent autour d'OpenAI et qui sont, alors évidemment, ils font beaucoup de choses sur YouTube. Alors, c'est pas forcément facile. Et puis, ils sont anglais. Je sais pas si vous acceptez les orateurs anglais. On pourrait imaginer, oui. Mais ChatGPT à traduire, voilà, pas de problème. Voilà. Mais si vous voulez, je vous donnerai les noms. Mais en tout cas, les premiers orateurs dont je vous ai parlé, c'est des Français et qui sont pas forcément des experts en IA, mais qui sont très inquiets par je dirais la portée aujourd'hui des algorithmes dans peut-être qu'on peut tout à fait imaginer des assurances demain c'est-à-dire un système logiciel embarqué dans la voiture qui simplement vous voyant conduire mais si vous voulez simplement déduit votre prime d'assurance en fonction de votre voilà. Et ça c'est tout à fait imaginable dans la pratique, mais est-ce qu'on veut cela? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, non, ça permet d'élever le débat et d'être vraiment sur une prospective qui n'est pas que technologique. Ils sont très très bien et si vous voulez, je vous donnerai des noms. Magnifique. C'est tout ce que je demandais. Un grand merci. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Moi, je suis complètement, je suis néophyte en la matière. Je ne connais quasiment rien sur l'IA, donc c'était assez difficile comme exercice, mais vraiment très 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 intéressant et ça me donne envie d'en savoir plus. Donc merci beaucoup, merci pour tout. Ouais, avec plaisir. Merci Hugues Bertini. Magnifique. Bonne journée.